Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette remise du Grog d'or et Grog d'argent en 2022. Là. C'est toute l'équipe du Grog. Il y a Léandre et Guillaume qui vont. Léandre, c'est quand même le président de l'association de Grog. Et donc, ils vont vous présenter les 12 jeux de l'année 2021. Et ensuite, ils vous présenteront lequel a obtenu le Grog d'or, lequel a obtenu le Grog d'argent, et ils termineront par le tirage au sort Du crément d'Atlas. Voilà, du crément d'Atlas. Les personnes qui ont participé à un petit vote pour pronostiquer quel jeu de rôle va être élu Grog d'or, et on mettra dans le dos à la personne qui a gagné. Voilà. Et moi, je vous laisse en bonne compagnie avec ces guérirons. Merci. Alors, pour rappel, comment fonctionne le Grog d'or, c'est depuis le début du Grog, tous les mois, on élit un jeu du mois, un jeu qu'on veut mettre en avant sur le mois. C'est juste les matelots du Grog, les membres de l'association qui votent entre eux, avec tout ce certain de subjectivité, de cœur, de mauvaise foi. De mauvaise foi, un peu. Ce qui fait qu'on est totalement imprévisible dans ce sort et qu'on arrive à mettre en avant aussi bien des jeux indépendants, peu connus, que des grosses productions. Et c'est le but, en fait, c'est de montrer toute la diversité du jeu de rôle. Et donc, parmi tous ces jeux du mois, qui sont chaque fois choisis dans les jeux qui ont de l'actualité, récents, dans les 4 mois qui précèdent, tous les ans, à notre anniversaire, le 8 mai, on choisit un Grog d'or qui, selon le même principe de subjectivité, est choisi parmi les 12 jeux du mois. Et là, ça va être fait. Entre les matelots, ceux qui ont pu jouer au jeu, qui font des backgrounds. Il y a un truc intéressant, c'est que Léandre, il y a 2 ans, où en fait on propose aux auteurs et aux éditeurs de faire jouer les membres de l'association au jeu de rôle. Parce que vous imaginez bien qu'on n'a pas été capable de lire tous les jeux, de tous les. etc. Ni d'y jouer encore moins, parce que au lieu de jouer, on lit des fiches. Ça aide pas. Et donc là, on essaye, et c'est encore un peu balbutiant, mais on essaie de faire jouer les membres de l'association avec des démos, des one-shots, pour qu'ils découvrent un peu les jeux et qu'ils puissent se faire une idée peut-être encore plus subjective. Ouais. Encore plus subjective pour l'édition. Et donc, cette année, dans le premier jeu du mois du cycle 2021-2022, ça, on a commencé avec Stalker. Alors, Stalker, par la loutre russe, c'est un jeu qui est inspiré du livre, qui est une licence officielle du livre de science-fiction Technique au bord du chemin. C'est un livre de science-fiction russe, plus grand avec des lunettes. Alors, ça, je ne peux pas lire le foyer. Frère Strudetsky. J'improvise. Donc, Stalker, qui est un vrai coup de cœur par rapport à sa traduction. Donc, c'est un livre de jeu de rôle qui est finlandais à la base, qui écrit le système flow, où on met en avant la capacité du joueur à utiliser les caractéristiques du personnage vraiment et à faire du roleplay. Alors évidemment, tout le monde n'est pas un super fan de théâtre, etc. et n'est pas du roleplay avec les mouvements, mais on peut aussi raconter encore ce que le personnage fait, ça fait partie du roleplay. Donc ça, c'était ce qu'on avait voulu mettre en avant pour la lutte rôliste, avec Stalker, jeu d'ambiance très surprenant, bizarre, avec énormément d'outils pour aider le MJ aussi à mettre en œuvre, parce que c'est suffisamment bizarre pour que, de temps en temps, on dise ouais, mais moi je fais comment en tant qu'MJ? Il y a plein d'outils qui permettent de l'utiliser. Voilà, donc un bon jeu pour émuler des ambiances aussi pour ceux qui ne connaissent pas le roman originaux, émuler Fringe ou au moins les X-Files. Et au mois de juillet, par contre, on était passé sur quelque chose de beaucoup plus léger. On avait voulu saluer l'aboutissement de la traduction de la gamme Tales of the Loop, qui a quand même marqué pas mal de paysages
police ces dernières années, avec en faisant quelque chose de très léger, qui a beaucoup parlé de notre nostalgie des années 80. Voilà, vouloir jouer des enfants, et donc on joue forcément des aventures qui ne sont pas dangereuses, mais qui sont toujours palpitantes. Et le système du Year Zero Engine qui a démontré utilisé pour gérer le stress des enfants, la manière dont les relations des personnages sont utilisées dans la mécanique de jeu pour se remettre d'aplomb, pour évoluer. C'était vraiment très rafraîchissant, juste en plus après en même temps que Stranger Things. Directement l'adaptation qui était nickel pour ça. Et là, on a aussi surtout voulu saluer le travail de traduction d'Arcana Isadora, qui n'a pas fait que la traduction, mais aussi la création pour la France des années 80 et la France des années 90 pour la suite. Parce que voilà, quand on joue avec cette enfant-là, on a envie de jouer un peu avec la nostalgie, avec des choses qu'on connaît, un décor qu'on connaît. Et si la version originale propose des choses en Suède ou aux États-Unis, avoir une adaptation française, ça rend le jeu encore plus vivant pour nous. Et voilà, des traductions comme ça, on demande. Donc le jeu du mois salue aussi des gammes. C'est-à-dire qu'on profite parfois du fichage et de la sortie d'un livre de jeu de rôle pour finalement saluer éventuellement la gamme. Il y en a qui essaient d'être discrets au premier rang. Ça a raté. Et bonjour, j'ai un mot du proviseur. Et Tales from the Loop, c'est aussi basé sur les articles de Simon Bang, qui est un auteur et illustrateur, artiste suédois qui fait un travail assez incroyable et qui a inspiré finalement le jeu de rôle et la suite. Et alors, comment ça pas exprès, mais au mois d'août, on est sur son grand frère. Voilà, alors ça c'est la VO de Free Alligan. Imitant Year Zero, finalement, c'est celui qui a mis en place un système Zero Engine qui, un petit peu comme l'anneau unique, a tout est lié en une seule, d'accord, puisque derrière ce système-là, il est utilisé aussi bien, on vient de le dire, pour Tales from the Loop, mais aussi pour Alien, il y a une version qui a l'air d'être quand même pas mal adaptée pour Blade Runner, qui est en cours de full lancement, mais c'est un peu les mêmes bases. Pour Forbidden Lands, c'est aussi une adaptation du système. Donc c'est un système générique qui a un haut taux d'adaptabilité, on va dire, qui permet. Et donc, comme dit Léon, ce qu'on a vu en avant, c'est aussi de livres en français, la traduction qui a été réalisée par un pour voilà, une nouvelle édition, le redémarrage de la gamme, qui avait été initialement chez Sans Détour, et malheureusement ça avait été une gamme mornée, parce qu'ils avaient fait tous les livres de base, je crois. Oui, c'est tout. Ils n'avaient même pas fait l'écran à l'époque. Et donc là, on a dans le livre la nouvelle version française, on a le livre de base Mutant Year Zero, il y a l'écran qui est sorti avec un livret, et en plus il y a la première zone compendium qui est intégrée dans le livre de base. Donc c'est pas mal, ça donne une vraie volonté d'avancer là-dessus, et donc on a voulu saluer ce travail-là en termes de rapidité aussi, parce que finalement c'est même pas des full lancements, c'est des précommandes pures, puisque le travail est déjà fait, le livre est déjà répété, peut-être pas encore imprimé, mais enfin globalement voilà, c'est plus de la précommande que du full lancement, donc ça c'est aussi quelque chose qu'on a voulu un petit peu saluer. En même temps c'est pas hyper risqué quoi, mais voilà, c'est bien de le faire. Voilà, c'était le plaisir enfin avoir en français un livre qui est vraiment fondateur sur un éditeur qui est devenu un peu majeur international qui est Free Alligan. Il y a vraiment un avant et un après. Alors le 5 c'était Night En septembre. Alors là on a une petite partie de la gamme. Ok, donc j'ai pas ramené l'huile de base, mais j'ai ramené
un des coffrets, d'accord, qui est le coffret de la campagne, qui est en 3 volumes. Ils sont pas petits quand même, hein. Donc il y a 3 volumes qui sont. Beau bestiaux. Environ 10 ans. 5 fois 2, disons. Et vraiment, déjà, bon, en termes de produits, je pense que Night, avec sa version 1.5, ça a été un des jeux de rôle français qui a été un petit peu au niveau de ce que des Genesis avaient mis comme level en termes de maquette, design, illustration. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais des Genesis c'était Crowder d'ailleurs. Oui. Hein, et c'était vraiment, en termes de maquettage, illustration, c'était. Ils explosaient tout. Et Night, en tout cas, là c'est un avis strictement personnel, mais il a été reconnu aussi parce qu'il rattrapait un petit peu ce niveau-là dans l'édition francophone. Et puis, Night, la geste de la fin des temps, porte bien son nom, puisque c'est aussi la fin de la gamme Night en tant que telle. Vous avez compris, il y a des trucs à côté qui vont arriver, mais la gamme Night en tant que telle, c'est la fin, et avec une vraie conclusion. Donc on a voulu saluer au niveau du blog tout ce travail qui est quand même massif, avec des centaines d'heures de jeu, je pense, à la clé. Un peu plus. 6 ans, environ. Voilà. 5 ans et demi. Et donc, merci. Et puis là, on a la chance, on a Colline et Simon qui sont avec nous là, aujourd'hui. Et il a fallu du temps avant qu'il soit jeu pour moi, mais à chaque fois qu'il y avait un supplément de sortait, il faut savoir qu'il y avait une bande de McLeod, toujours là. ouais. Non, vous ne vous rendez pas compte de ce jeu. Il faut le mettre en avant. Et là, sur la campagne, mais pas J'ai quelqu'un à côté qui. Voilà, donc ça c'est pour Night. Ensuite, on avait Dungeon Crawl Classic, au mois d'octobre. qui est un classique, comme son nom l'indique, et qui permet de faire du donjon à l'ancienne, avec une approche. Alors, il y a 3 éléments. Pourquoi la version francophone, finalement, on prend un Dungeon Crawl classique, pourquoi le Grog va mettre un truc pareil en avant? Parce que Dungeon Crawl, on en fait depuis 1972 avec Donjons & Dragons, la première édition, quoi, effectivement, et What's New. Alors, premièrement, c'est un éditeur français qui fait de la BD, du roman normalement, et qui se lance dans le rôle. Donc déjà, on les saluer quelque part un petit peu le fait qu'il y a un nouvel acteur, un éditeur un peu installé qui s'y mêle. D'ailleurs, vous verrez que pour Reconan, c'est un petit peu la même chose. C'est Funforge qui fait des jeux de société. Donc, on a Chaos qui se met un petit peu sur le marché du jeu d'or, et de manière assez massive. Le deuxième truc, c'est que le système de Dungeon Crawl, c'est ce qu'on appelle un old school renaissance. Donc, ils ont utilisé le système, ils l'ont un peu adapté, un petit peu simplifié à leur sauce, mais surtout, c'est l'approche qui est une approche ni sérieuse, ni rigolarde. Et le truc que moi je trouve extraordinaire, c'est que vous commencez avec 10 personnages de niveau 0 qui sont les pékins moyens et qui décident qu'ils vont peut-être essayer d'aller trouver un trésor, de se faire sortir de leur vie. Et donc, le personnage qui va survivre à la fin du premier scénario, parce que ça se passe à peu près comme ça d'habitude apparemment, c'est-à-dire que sur les 10, il y en a 1 ou 2 qui survivent et qui passent level 1. Et ceux-là vont pouvoir faire les scénarios suivants. Et puis, il y a quand même ce côté de scénario assez incroyable, avec un style qui est vraiment un style particulier, qui est le style du DCC, avec un mélange d'humour, un mélange de sérieux, d'horreur, mais voilà, on peut des moments de franche rigolade, des moments un peu flippants. Donc, un beau succès. Je crois que en version originale, c'est pas des dizaines de scénarios. Ah oui, il y a qui sont c'est vraiment un travail d'ampleur qui a été fait. Alors, la version française, je crois qu'il y a déjà 10 scénarios, non 5 ou 10, je sais plus. Avec la souscription, ils ont traduit 5 ou 6, je sais plus exactement le nom. Et voilà, donc c'est un jeu où vous l'avez, bon, déjà, il est assez épais, mais c'est plus parce qu'il y a plein de sorts, il y a plein de trucs. Et puis après, vous avez une dizaine de scénarios, 5 ou 6 scénarios disponibles pour jouer avec. Donc, et la suite, une belle surprise qui va arriver. C'est de novembre. C'est une adaptation de bande dessinée. Ça commence à devenir de plus en plus courant en fait. Les adaptations de bande dessinée, c'est une belle collaboration entre le studio Delcourt et Delcourt.
une série des années 90, 2000. Il propose en fait une SF qui est assez lumineuse. Encore une fois, on a tellement l'habitude des SF pessimistes. Il faut sa code, des grosses guerres de l'espace, et là, on a voilà, un message assez positif et écologique qui est rafraîchissant, en fin de compte, ce qui était déjà rafraîchissant dans la BD. Et c'est une des choses pareilles sur le marché. L'ouvrage en lui-même est vraiment une encyclopédie de la BD. Il n'y a pas besoin d'avoir 17-18 tomes de la BD pour jouer à ce jeu. Et il propose de jouer aussi en parallèle, jouer des agents de la fondation Aquablue pour protéger la nature et les espèces alliées qui n'ont pas de protection face à l'humanité. Donc on voit à la fois des intrigues sur Terre, sur Aquablue ou sur d'autres planètes qu'on va découvrir. Donc il y a un énorme potentiel à ce jeu. Et c'est aussi un petit peu d'ouverture d'un nouveau système générique d'un éditeur. Je crois qu'il y a beaucoup d'éditeurs maintenant. Se donne un système générique pour développer le gamme. Et ici, c'est le système CC6 hérité de DNS génération 4 qui est très bien adapté ici par Bafo sur la code. Il y a un point intéressant aussi avec Aquablue, d'ailleurs, c'est ce qu'on verra aussi sur les terrains, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir lu les BD ou de connaître les BD pour jouer de manière intéressante le rôle. Et ça fait un peu sur vous aussi, il y a tout un travail qui a été fait pour rassembler les informations, un peu comme le livre de base de Alien ou autre, où finalement, aujourd'hui, ce que je ne savais pas, le livre de base de Alien est considéré comme le surbook sur le monde d'Alien qui est le plus complet. Tout de dingue. Moi, je me disais, Alien depuis le temps, ok. Non. Et les gars, ils ont fait un travail absolument incroyable. Et Aquablue, c'est un peu le même truc. Ils ont repris l'ensemble de la gamme, ils ont fait un vrai travail dessus, intéressant. Je pense que c'était un des objectifs de Déco, c'est vraiment faire une équipe officielle de la gamme de BD. Et ça rappelle un peu aussi l'héritage de Star Wars, de la gamme de pro de Star Wars, qui en fait a créé vraiment une encyclopédie qui n'existait pas avant, et sur les couleurs qu'on écrit sur Star Wars, elles sont basées sur la gamme de pro. Donc, on est dans la ligne, quoi. La ligne. Je m'en compte qu'on est passé, vu qu'on n'a pas la boîte avec nous, des passés au-dessus des. Ouais, mais ce que j'essayais de dire, c'est que si jamais ils arrivent avec. Vas-y, on verra. Après, il y avait Lore and Legacy de Julien Pirou, qui est un des premiers, je ne sais pas si c'est le premier, mais qui est un de ceux qui a fait un full lancement et qui le sort en print bundle. Donc, avec, il a pris le haut niveau du panier en termes de qualité de print bundle, de l'impression là-dedans. Et Julien Pirou, il est aussi connu quand même pour avoir travaillé sur la gamme Might and Magic au niveau des jeux vidéo, et il est connu pour, dans le monde du rôliste, pour avoir écrit les grandes histoires du rôle. C'est un ouvrage que je pense est devenu en francophone un ouvrage de référence sur le jeu. Et il a un petit peu compilé dans son jeu un petit peu tout ce qu'il aime bien. Et donc on a la science-fiction, on a la magie, on a du heroic fantasy. On se pose pas de questions. C'est un monde de référence, c'est-à-dire que tout le monde, tous ceux qui sont un peu, qui savent un peu lire de la science-fiction, qui ont un peu des références cinématographiques, ils vont s'y retrouver facilement, d'une part. Et on trouve vraiment son amour pour la gamme Might and Magic. Ouais. C'est tout ce qu'il aimait dedans, il a remis dans son univers ici, de manière encore plus claire. Donc, vous êtes peut-être partie de civilisations qui ont atterri sur une planète, on ne sait pas forcément trop comment. Ils sont un peu perdus, ils ont perdu contact totalement, et donc on se retrouve
Et puis un travail éditorial impressionnant de la part de Julien Pirou, puisque tous les mois, il sort un écho éthérique en PDF, 10-15 pages en tout cas. Et puis à la fin, il fait un almanach, c'est-à-dire à la fin de l'année, il sort un livre en demande sur les 12 échos éthériques qu'il a écrit dans la. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a voulu saluer. Parce que, un peu comme la plupart des autres, donc là, oui, mais il y a des trucs qui sont super top qu'il faut mettre en avant. Ouais, mais il y a quand même le Legacy, quoi. Oui, mais comme il sort un truc tous les mois, on aura des fiches de votre bois. Mais à un moment donné, il faut quand même le faire. Quoi. Voilà, après 2 ans de régularité, il y a quand même. Bon, bien sûr, quand même. Il est sûr. Donc, et puis, il y a une campagne qui va bientôt sortir cette année, théoriquement. Planète Caravane. En cours de finalisation. Après Lorraine Legacy, nous avions Nuit. Alors, Nuit, ne n'est pas ici, et pour cause. Nuit est c'est le premier jeu de rôle en MP3, qui est sorti. C'est un jeu de rôle minimaliste de Guillaume Jean-Pet, où on joue dans un monde où la lumière a disparu. Et on incarne des aveugles qui deviennent alors des guides pour les autres personnes. C'est un jeu en fait qui est destiné aux malvoyants et à familiariser les voyants et de jouer. On va littéralement jouer dans le noir, on va jouer à l'aveugle, en cherchant à tâton la main du joueur qui agit pour essayer de trouver quelle main a le petit béton de réussite ou d'échec. Moi, personnellement, tous les jeux, toutes les initiatives qui vont dans l'inclusion des malvoyants à notre loisir, ça parle d'un petit cœur. On travaille aussi un petit peu à mes œuvres. Et une initiative comme ça, on ne peut pas la mettre en avant. On ne peut pas la mettre en avant. Et en plus, Guillaume Jean-Pet très très doué pour faire du jeu de rôle minimaliste. Quand on a essayé de résumer son jeu sur la vidéo du jeu du mois, on s'est rendu compte, mais non, le résumé qu'on fait, c'est ton jeu. Voilà, quand on arrive en résumant le jeu, l'intégralité du jeu, c'est qu'on arrive à l'essence du jeu, et c'est un des talents de Guillaume. Et le fait de créer comme ça un jeu en format audio, mais ça rappelle que aussi des choses, nous ça nous paraît évident, un jeu de rôle en bouquin, il y a pas mal de personnes, c'est pas évident. Il y a les malvoyants, il y a les analphabètes, et ils n'ont pas accès à nos jeux, et c'est aussi une grosse force de ce jeu, de cette initiative. On a Donc, on n'a rien à voilà, c'est disponible sur sa page Wiki. Ensuite, on a Shadow Falkenstein. Alors, qui ne connaît pas Château Falkenstein? Vous étiez après 96. C'est pour ça. C'est quand même un jeu mythique. Parce qu'il est fondateur d'un genre. Avant lui, le steampunk a vraiment connu. Et surtout, il nous offre un steampunk très lumineux, très, très héroïque. Le steampunk et ses héritiers sont souvent partis sur des choses plus stables, plus sombres, une sorte d'allégorie de lutte des classes en période de révolution industrielle. Mais ici, on est là pour faire du steampunk merveilleux. On arrive à faire des merveilles avec des vieilles technologies. Et d'autant plus merveilleux qu'on joue avec de la fantasy qui s'intègre dans cet univers pour le rendre plus magique. Et le fait est que pas mal de gens parlaient de Château Falkenstein sans avoir jamais eu l'occasion d'y jouer. Parce que la version de cartes, je ne sais pas quel prix elle se vendait. En termes de collection, ça a commencé à chiffrer. Voilà. Et donc, elle a un info à
refait une traduction, traduit aussi des suppléments qui étaient sortis uniquement en anglais et qui donnent des scénarios additionnels, des règles alternatives. Nous avons réussi à amener tout ce qui nous manquait ici pour que tout le monde puisse profiter de cette expérience. Et le fait est que le jeu n'a pas vieilli. Il reste, il pourrait avoir été créé tel quel. Non, il serait toujours bon, en fait. Et en plus, le système, le système de cartes est très dynamique, très facile à comprendre. L'initiative, en fait, aussi de s'interdire de mettre une feuille de personnage est là pour encourager les joueurs à tenir un journal et donc mettre vraiment l'histoire en avant jusqu'à la mécanique. Et en plus, il y a une matériel français qui est en cours de création, qui devrait arriver bientôt. Exactement. Donc, ça n'est pas fini. Jamais. Voilà. Wasberg, une autre édition, mais c'est aussi de création française. Wasberg, qui est une adaptation des romans iconiques de différents. Une série de nouvelles face à des personnages qui habitent la cité de Wasberg et qui nous offre découvrir cette ville sombre, crasseuse, cette cité franche où tout s'achète, tout se vend. Il y a un petit peu de corruption. Heureusement, voilà, on joue des gardoches, mais là, ça fait respecter la loi. Mais bon, les fins de mois sont difficiles, ma bonne dame, donc il y a quand même moyen de s'arranger. Et c'est assez jouissif de jouer ces niveaux de gris, de jouer sur la fine ligne entre la légalité et l'illégalité. Et puis surtout quand on a plein de chefs au-dessus de soi qui eux-mêmes sont sur le fil pour dépasser le fil, mais il faut essayer de ne pas se faire prendre dans le filet dans lequel ils sont en train de. Enfin, voilà. Donc j'avoue que ça met souvent pour des tables, ça met de l'ambiance assez intéressante pour jouer à Wasberg. Si vous n'avez jamais joué, sérieux, essayez. Vraiment. Il a deux grandes qualités, enfin 3, 4 qualités. La première, c'est le système de forme universelle, très simple à utiliser et crée de l'histoire. C'est juste le D6 qu'on lance pour avoir des réussites à la publicité. On met 8 mai, c'est excellent. Ça fonctionne très très bien avec ce niveau de jeu où on joue dans une main standard. Par contre, il y a une quantité de scénarios disponibles de création avec une voile qui rappelle vraiment des romans. Et on a aussi, en fait, à travers cette ville médiévale, on a quand même surtout une satire de notre société. Et donc, on rigole de notre monde en jouant ces salopards. C'est vraiment excellent. Alors là, on n'a pas la V2, alors qu'on fait c'est la V1, mais la V2, j'ai vu que à l'Arsenal, vous avez des V2 en présentoir, que vous pouvez aller voir, parce que la V2 a fait entre guillemets une montée en gamme en termes physiques, c'est souvent passé sur les J, un certain nombre de choses comme ça. Et la V2 apporte principalement des scénarios supplémentaires Et la possibilité de aussi jouer les éléments des malfrats. Bon, est-ce que les gardages ne sont pas des malfrats déjà pour D'accord. Après, on a Conan. L'écran, il est beau. Donc Conan, là aussi, quelque part, on a. Je vais rester debout parce que sinon je vais disparaître derrière l'écran. Conan 2D20, donc qui est basé sur la version de Modifus, le système générique. Là, on retrouve l'idée du système générique 2D20, qui est adapté de Mutant Chronicles en passant par Dune, en passant par un certain nombre. Et intéressant, c'est que si vous prenez Mutant Chronicles et Dune,
la manière d'utiliser le système n'a rien à voir. C'est-à-dire que Newton Chronicle, ça va être à l'action, à la compétence, etc. Dune, c'est pour la scène. C'est des approches qui fonctionnent pas mal. Conan de l'évent utilise exactement le même système, adapté à l'univers Pulp, Sword and Sorcery. Et Conan de l'Évin est le premier jeu de rôle, je pense, sur Conan, qui soit basé vraiment sur les écrits de Howard. Alors l'idée de Conan, des aventures épiques d'un âge oublié, c'est vraiment de se baser et d'avoir un travail encyclopédique. Quand vous regardez sur le site de Modifius, qui est l'éditeur original, la liste des suppléments, c'est juste hallucinant. D'accord. Et à chaque fois, aussi de regarder sur le drop, on commence à comprendre. ça On a un petit retard, mais il y a quand un même petit retard. 40 pages. Ouais, c'est vrai qu'ils sont en train ils sont en train de bosser dessus là, pour essayer de le rattraper. Et c'est impressionnant. Vraiment une quantité d'ouvrages, et à chaque fois, on retrouve un peu les livres de classe. Vous savez qu'il y avait à l'époque de D&D, le livre des voleurs. Là, il y a un peu la même chose, sauf qu'à chaque fois, vous allez retrouver une partie du monde. Il y a du contexte systématiquement. Donc, et vous avez plein d'idées de scénario pour utiliser la classe. Donc, un vrai travail éditorial impressionnant. Et puis, on salue aussi l'arrivée de Funforge, qui est un éditeur de jeux de société en France, et qui a décidé de lui aussi rentrer dans le monde du jeu de rôle en faisant cette traduction-là. Traduction qui est de très bonne qualité. En tant que. Voilà. Vous avez d'autres trucs sur Conan? Il y a vraiment déjà beaucoup de scénarios qui sont disponibles en français. Il y a déjà vraiment de quoi faire. Il faut jouer largement. C'est un jeu qui prépare énormément aux joueurs qui aiment utiliser leur personnage. Et ceux qui veulent jouer rapidement, il y a aussi énormément d'activités créées à partir des personnages de romans ou par des souscripteurs de la version pirates. Vraiment, on peut directement rentrer dans le jeu, quelle que soit notre appétence en quelques minutes. Et donc, et en termes de système, juste sur le 2D20, il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est que c'est un système qui met en avant la relation. Enfin, le MJ devient un joueur comme les autres par rapport au système lui-même, puisqu'il y a tout un système d'échange de jetons. Dans Conan, ça s'appelle les momentum, dans Newton Chronicle, c'est les élans. Enfin, voilà, il y a tout ça, et on peut il y a des stratégies de groupe qu'on peut mettre en place, c'est-à-dire que tous les joueurs vont créer des momentum, et puis le dernier joueur éventuellement va les utiliser tous pour faire un truc de ouf, parce que ça va lui rajouter des réussites à fond, il peut faire des trucs extraordinaires, et il y a le principe aussi de pouvoir dire OG, bon ok, file-moi un peu des bonus, tiens je te donne des points de menace, ça va me revenir dans la gueule dans la scène suivante, je le sais, mais maintenant j'ai besoin d'y arriver. Et ça crée de l'héroïsme, c'est vraiment une mécanique qui crée de l'héroïsme, qui crée l'histoire directement. Et puis il y a le dernier jeu qui est Super Daran, qui était le deuxième. J'ai oublié de ramener mon ouvrage. Les Terres Daran, c'est on est sur un système générique, les chroniques oubliées, qui s'est produit chez Blackbook. On avait déjà salué en 2014 sur la voie d'initiation, qui a été déclinée, voilà, la gamme chronique oubliée fantasy, la gamme chronique oubliée contemporain, avec la très belle boîte chronique oubliée flou, on a la gamme monstre, aussi avec la Monstar. En ce moment, il y a une souscription sur chronique oubliée Galaxy, qui avant n'était disponible que dans la Casus et là, on a une adaptation de BD. Encore. Mais quand même une gamme de bandes dessinées assez impressionnante. La gamme de Terran qui est. Il y a une trentaine de volumes au moins. Même plus, je pense. Alors, ça a des naissances, je crois, quelque chose comme ça. Je pense qu'entre le moment où on a tapé l'édito, on avait compté, et maintenant, il y en a encore pas mal qui sont sortis. Et outre le fait que voilà, c'est bien chronique oubliée, déjà qui a adapté une des versions, des meilleures versions de D&D, la 3.5, je pense que les amateurs de D&D aiment la 3.5 ou la 5e, actuellement. Avec chronique oubliée, très bonne adaptation de la 3.5.
Et ben, voilà, à redévelopper pour cet univers, le travail qui a été dessus est excellent. Le travail d'encyclopédie aussi pour ne pas avoir à se manger des dizaines de bandes dessinées. Il est là aussi. Ouais, ça, c'est un point quand on a eu les discussions dans la sauce pour savoir pourquoi Terre d'Aram, parce qu'il y en avait qui disaient Terre d'Aram. Et je dois avouer que moi j'étais bon, on oubliait plus, c'est bon quoi, et on utilise de plus, voilà, quoi, on a peut-être autre chose à mettre en avant. Et un des points majeurs c'était, oui, mais là, j'ai un jeu Heroic Fantasy avec Promis Oublié qui est vraiment adapté à l'univers, vraiment au petit poil, hein, vraiment très bonne adaptation, d'après les connaisseurs. Et le truc qu'il disait, c'était que tu peux jouer avec le jeu de rôle sans connaître du tout l'univers des BD. Tu peux jouer, pas de problème. Et après, si tu veux utiliser les BD pour avoir des scénarios supplémentaires, de l'iconographie supplémentaire et tout, tu peux y aller. Et ça, c'est un argument sur lequel j'étais effectivement assez sensible de mon côté. Et parce que et donc ce développement, c'est en plus jouer vraiment en marge de la saga. Il y a beaucoup de scénarios qui ont été créés déjà en marge de la saga. Et moi, si vous voulez, c'est voilà, on a un univers de fantasy relativement classique, mais pas très riche. En fait, avec vraiment ses spécificités. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais allez, nous en francophonie, on se prend plein d'univers de fantasy qui sont traduits, que nous, on achète en version originale. Mais là, on a vraiment une gamme qui a un niveau international qui pourrait partir avec ça. J'espère que ça puisse arriver. Parce que là, les deux acteurs comme Célèbre et Blago, ça pourrait le faire. Ouais, sachant que ceux-là, d'ailleurs, ils sont déjà faits. Oui, ils sont des. Pour les BD, ils sont déjà. Et les boîtes d'initiation, j'avoue qu'elles sont assez impressionnantes en termes pour le tarif, la qualité, la quantité de matériel que vous avez, c'est quand même, pour faire de l'initiation, c'est quand même, il y a de l'appétence. Si vous voulez attirer les gens vers le jeu de rôle, vous sortez ça, il y a du matos, il y a de la figurine, il y a des trucs. Enfin, Black Book commence à avoir une certaine expérience en termes de boîte d'initiation. Vu la quantité de boîtes. Ils vont bientôt faire plus que des boîtes d'initiation. Voilà, après, là, on a essayé de vous résumer en 2 minutes pour chacun. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un site web qui s'appelle le Frog, sur lequel vous pouvez retrouver l'ensemble des éditos avec plus de détails, le résumé des systèmes, Est-ce que du coup on peut en profiter pour vous remercier pour tout le travail que vous faites pour la communauté rôliste et pour nous aider à montrer ce que c'est le jeu de rôle, à avoir des résumés qu'on peut envoyer aux joueurs. Non, mais en vrai, hein, c'est même nous, hein, mais les jeux. Oui, mais passerait le message. Donc, si vous voulez venir faire des fiches, n'importe qui crée son compte, peut proposer une fiche. Il faut rappeler que le GROG, c'est à la base un site collaboratif. Ouais. Il faut quand même venir sonner à la porte et demander comment on fait. Mais voilà, vous avez un peu d'ouvrage principal sur certains stockings. Ok, ça nous intéresse. On n'est pas encore surpris de voir s'il n'y a pas encore sur le GROG. S'il y a des gens qui ont de Witcher, ça nous intéresse. Pareil. Donc ça c'est quand même un point important et puis voilà, on n'est pas très nombreux donc c'est vrai et la production a explosé dans les gens là je pense que le confinement les gars ils ont tous écrit quoi. C'est ça. C'est incroyable. Donc il y a un foisonnement impressionnant et c'est vrai qu'on a du mal à suivre parfois. Non ça va. Ouais. Cette année, ça a été un peu particulier parce que normalement, le vote du Bureau d'Or se tente de tout. On les 12 jeux, et puis on prend les 2 premiers et on les partage. Cette année, j'étais 3. Compliqué. Plus compliqué. Et parmi les deux gros gouvernements,
sont arrivés sur Château Falkenstein et Stockholm. Donc là, nous avons les grottes d'argent. Château Falkenstein, là on a expliqué un petit peu pourquoi, le système, le reste, tout à fait d'actualité, environnement, superbe nouvelle édition, etc. Et puis, la loutre, Horlist avec Stalker, un vrai gros travail éditorial, et des créations françaises qui débarquent bientôt. Oui, en fait, aussi, par contre, c'est assez peu. Ça, c'est un jeu qui est sorti avant l'existence du Grog. Ici, c'est un jeu qui est sorti juste avant l'existence de la V2 du Grog. C'est un signe. Chose amusante, c'est édité par un lapin marteau et une loutre Horlist. Le point commun est très important. Mais quand vous avez les jeux de société là, vous pouvez imaginer la qualité du projet qui est attribué à Night. Ouais. Absolument pas prévu les matelots. On va début penser ici, on aura absolument pas qui serait ici. Et nous, on voyait les gens qui votaient. C'est tellement peu. Et donc voilà. Petit cachetier là. Voilà. Oui, bah, Mais elle ne savait pas. Elle a bien décidé de nous. Merci. C'est un budget de personnel. venez là. On a la chance d'avoir les deux auteurs principaux. Ouais. C'est pour moi, mais j'en ai déjà eu. Voilà, bah merci à vous en tout cas, Pauline et Simon, pour ce très beau travail. Merci à vous. Tous les matins du Grog et puis tous les gens qui aussi nous ont soutenus depuis tout le début. Ça fait quasiment 10 ans qu'on est sur les gars. Un peu plus de 10 ans, je dirais. Donc voilà, on a commencé tout petit. On arrive aujourd'hui à 11 livres de cette qualité-là, on va dire. Donc c'est vrai qu'on commence à avoir on a une gamme complète et surtout un jeu qui est terminé, qui est vraiment fini. Donc voilà, c'est enfin terminé. Non, maintenant, il faut préparer la suite. Voilà, c'est ça. Voilà, donc on a Night, c'est un univers complet où il y aura d'autres jeux dans le même univers bientôt. Voilà, et du coup, on va continuer un petit peu sur un univers global, une sorte de Night Cinematic Universe, RPG Universe, je sais pas comment on peut dire. Voilà, qui va se continuer, qui va se poursuivre, mais à d'autres époques, dans d'autres lieux, etc. Et puis on va remercier toute la communauté qui en fait nous a tellement soutenus qu'en fait on a pu faire tout ce qu'on voulait dans Night. On s'est fait plaisir, on a écrit ce qu'on avait envie d'écrire, on n'a pas été bridé dans notre imagination, dans ce qu'on voulait faire. Et ça c'est grâce à la communauté en fait. Parce qu'on n'aurait pas eu ce soutien-là, on aurait été obligé de se dire qu'on allait faire des livres plus restreints, qu'on allait moins raconter d'histoires et en fait cette opportunité-là nous a été offerte par le public. Donc merci à vous. Et pour revenir dans l'idée, ça devait être normalement 300 pages, je crois. Ouais. Et ça avoisine les 1000 pages. En fait. Donc, ça a vraiment été un grand soutien de la communauté et des fans de Night. Voilà. Merci encore. Voilà. Vous prenez la Game Night, vous avez de l'aventure très haut niveau. Vous avez quand même frappé du grand méchant avec des gros armures. Ça donne déjà envie. On a un univers graphique qui claque. On a une campagne qui est assez extraordinaire dans sa structure. Parce que même si Night a un peu un secret, on a vraiment une campagne où les joueurs, les personnages, les joueurs peuvent toucher à ces secrets. C'est pas des secrets qui sont là juste pour faire plaisir aux MJ. Je crois que c'était vraiment une volonté d'avoir des lectures, c'est belle réussite. On a un système qui est assez léger pour ce type d'univers. Donc c'est
tout, en fait, pour les dans le bingo, les jeux réussis, il y a déjà pas mal de gagnants. Et voilà, en tant que président, je suis assez content de pouvoir cocher la case du gros. Merci beaucoup. Moi, je vais attendre de sortir pour toi. Je pense que les gagnants du concours sont obligés de faire des initiations. On est là pour ça. Ouais, parce on s'est dit que comme on pouvait pas être tout seul, vraiment tout seul dans la tête, on allait faire un concours histoire d'appâter. Ouais, c'est pas que quelqu'un gagne quelque chose, physiquement, pour passer le cours. On l'a laissé fermer, j'espère qu'on respecte un peu. Alors on remercie Hubert et la petite Arcadia qui sont et entre nous qui nous ont offert qu'on puisse les offrir. C'est tout à fait sympa. Donc ce ne sont pas des bouteilles de crément. Quel dommage. Par contre, si vous voulez prendre l'adresse, il est très très bon son crément. C'est de la promo et osée pour mon côté. Ouais, vous voyez, on a quand même pas mal de l'eau, quoi. Ouais. Hein? Si j'avais su. Alors, ici, c'est quelqu'un qui avait voté pour Night. Et c'est Pellon Maxime. Ah. Je savais pas qu'on pouvait les gagner. Tu l'as en double. Bah après, j'ai pas de 1.5, j'ai la 1. Tu l'appelles pour voir son numéro de téléphone, tu sais bon. C'est gentil. Il y a la version avec écran. Au pire, en bon release, c'est Comic 3 si vous l'avez dit. Je pense que c'est ça. Ensuite. Ah bah, nous avons Laure Sager. Laure Sager. Voilà. Pour Night. Donc on va la contacter. Tu veux l'appeler tout de suite? Bon, à la fin, Vous la revenez? le réseau est meilleur dans la rue qu'ici. En plus. Oui, ok. Félicitations. Merci. GG. Ensuite, on a Jules Paris. Château Falkenstein. Bah donc il en gagne un. Vu que drogue d'argent et aussi. Ensuite, on a Game. Ah non. Elle a voté pour nuit. Pour nuit. Malheureusement. Elle a eu raison. Parce que comme on vient d'ouvrir l'urne, bah. Elle n'est pas qu'on fasse un prix avant. Ça c'était pour Tales of the Loop. Et bah ça c'est pour Night encore. Est-ce que. Les deux premiers. Lauren Gassi. Pasteur. Night. La nuit. Dungeon for US. Stalker. Olivier Dossman. Il n'y a pas d'Olivier Dossman dans la salle. Il a quand même gagné. Mais il a quand même gagné. Très bien. Il reste ça, je me souviens celui qu'il avait. Il a pris. Il n'est pas dans la salle. Donc Yacine, il avait mis Stalker. Il reste un château Falkenstein. Forcément, ça va être le dernier. Ouais, il Ah est oui, chiant. oui.
pas mal de têtes. Ah bah, Autanzio Mathieu. Merci. Voilà. On les appellera. On les appellera. Félicitations à eux. Ouais. Et, excellent. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Passez une bonne journée. Jouez bien. Merci. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une interview des auteurs, entre autres, de Night, Simon Desbillots et Connie Pignat, qui viennent de remporter un petit prix. Alors, devant tout le monde, le Grog d'Or 2022. Bonjour. 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 Ça fait très élection présidentielle. Écoutez, cher ami. Est-ce que vous avez des chats à la maison? Alors, on va faire la question classique, vous savez, celle qu'on adore, c'est vous venez de remporter un Grog d'Or. Évidemment, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous y attendiez? Ou prendre des questions un peu plus personnelles. Voilà. On est heureux. Oui. Déjà, pour commencer, on est très contents parce que c'est le Grog, c'est quand même une institution du jeu de rôle en France, quoi. Donc c'est vraiment un très très beau prix. Et ouais, on est content parce que nous on est français, on fait du jeu de rôle français et forcément ça nous touche d'avoir une reconnaissance de la communauté, via le Grog d'Or. Ouais, complètement. C'est vrai qu'il y a le côté reconnaissance communautaire. On l'a eu beaucoup sur Night dès le début, en fait. Ouais. Dès le début du jeu. Il y a eu le côté communautaire avec les scénarios, les petits fan-mails, etc. qui sont arrivés, les gens qui communiquaient beaucoup, qui en parlaient beaucoup. Et maintenant, il y a le côté professionnel, finalement, qui reconnaît un petit peu plus. Il y a la nomination aussi pour le prix rôliste, je ne me trompe pas, nomination de Grog d'Or, etc. Est-ce que vous attendiez peut-être ou vous pensiez que la reconnaissance professionnelle elle arriverait au moment de la campagne, un peu comme ça, parce qu'on savait que Night était une gamme qui était ouverte et que c'était pas fini, en fait, ou est-ce que finalement la reconnaissance professionnelle, des pairs, etc., vous l'avez senti dès le début, en fait? Comment vous avez senti en fait l'engouement autour du jeu, du côté communautaire et professionnel? Nous, du côté via la communauté, on a tout de suite senti un soutien très fort, notamment lorsque le forum a été monté la première fois du temps de l'édition Origins. On a senti vraiment une communauté qui était très très forte et qui était très très active, à tel point que les choses nous ont un peu échappé en bien. En l'occurrence, au début, on se disait on va les aider un peu pour tout, ce genre de choses-là, et en fait, pas besoin. Ils se débrouillaient très bien tout seuls. De temps en temps, ils nous demandaient des validations sur des sujets, genre une campagne qu'ils écrivaient, et en fait, on leur disait, allez-y, ce que vous faites, c'est génial, donc allez. Et puis, ça s'est envenimé, pas du tout, au contraire. Ça s'est emballé, ça a augmenté, au contraire, en puissance. On a une personne avec qui on bosse, qui a créé un wiki, ou qui a recoupé toutes les armes, et tous les équipements du jeu. On a des personnes qui font des démos un peu partout, en France, qui font découvrir le jeu. On a des personnes qui parlent du jeu sur leur blog, ou sur leur site internet, voilà. Donc c'est vrai que en fait on s'y attendait pas à avoir une telle force communautaire, et moi, de mon point de vue, vraiment c'est très personnel. Je pense que c'est une des plus grandes forces de Night, c'est d'avoir réussi à faire en sorte que la communauté porte le jeu. Le jeu se porte de lui-même grâce à la communauté. Je pense que c'est le premier point, en fait. Et c'est surtout aussi ce qui nous a permis, nous, moralement, de pousser vers une vers une V1.5, pardon, vers une campagne de qualité de près de 1000 pages, des suppléments, de mettre en ligne des choses gratuites, parce qu'en ligne, on a 8 ou 9 codex gratuits, on a 2038 qui est gratuit, on a plein de bazar. Le jeu a été offert aussi, je me rappelle, en PDF. Pendant le confinement. Pendant le confinement, tout à fait. Donc, l'objectif, c'est on a du soutien, donc on veut soutenir aussi les gens qui nous soutiennent, et c'est vraiment un échange j'allais dire de bons procédés, mais c'est vraiment un vrai échange avec la communauté. On essaie d'être dispo aussi, alors moins sur Discord, parce que Discord, on est moins au fait de Discord, Colline et moi,
mais on est vraiment très présent par contre sur Facebook. Donc on essaie de répondre régulièrement. Dès qu'on a un message sur la page, on répond très vite, dans l'heure même, hein, vraiment, si ce n'est dans la minute parfois. Donc c'est vrai que ça va très vite. Et on a, même ici à Kaisersberg aujourd'hui, hier, on a eu des fans qui étaient en cosplay de Night et qui se tenaient, qui faisaient des animations. Donc c'est génial, quoi. C'est trop bien. Très très émouvant de les voir, quoi, parce que c'est en termes d'investissement personnel, quand on a des gens qui viennent faire des cosplays, enfin, je sais pas, ça fait quelque chose, quoi. Vraiment pour vous. C'est fou. Ouais, donc voilà, donc on est très content vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis du monde professionnel, entre guillemets. La reconnaissance plus pro, c'est quelque chose pour nous qui a jamais été, on s'est jamais attendu à ça, pour le coup. On savait qu'on était on sait qu'on est un jeu qui est plutôt, parfois vu comme un peu manichéen au premier abord. Donc, on sait que, si on s'intéresse pas au lore, si on s'intéresse pas au jeu, on peut paraître un petit peu, c'est juste la bagarre, globalement. Et en fait, on est vraiment heureux d'avoir reçu le Grandeur parce qu'en fait, ça prouve déjà qu'ils ont lu le jeu et que c'est vraiment bien. Et que voilà, on a aussi une récompense sur le travail qu'on a fourni, qui est un travail de près de 10 ans, hein, pour le coup, et qui contient, je sais pas combien de milliers de pages, certaines écrites, publiées, d'autres qui seront jamais publiées et qui resteront dans les cartons. Voilà, c'est une sacrée année de travail. Ouais. C'est vraiment du sacré boulot qu'on a accompli. Et justement, par rapport à cet aspect communautaire qui a permis en plus d'avoir une grosse campagne, hein, avec le financement, etc. Comment vous avez géré tout ce qui est vraiment l'attente des gens, en fait, l'attente, peut-être même impatience des gens, parce que ça promettait de grandes choses avec illustration, avec plus cross-média, on va dire, mais ça on va en reparler un petit peu. Mais vous, comment vous gérez l'attente? Comment vous recevez au moment où le financement se termine? C'était en décembre, je crois. Comment il se termine? En décembre, il y a quelques années. Mais comment vous gérez après ça cette attente, en fait, que ça a créé? Nous, on a géré de deux manières. D'une part, on faisait amende honorable. Globalement, on avait promis un délai d'1 an et on a eu un délai de 2 ans, je crois, il me semble. Oui, ouais, c'est ça. Mais avec beaucoup plus de matériel. Oui, c'est ça. Nous, on s'attendait pas à un tel succès. Et c'est vrai qu'on avait prévu notre timing par rapport à un certain nombre de suppléments. Et c'est vrai qu'avec le succès, on a rajouté, et forcément, le timing, lui, c'est pas... La création, c'est pas la traduction. La création, ça demande beaucoup plus de temps. Voilà. Donc, on savait qu'on serait en retard. C'était pas possible autrement. À moins d'être des super hommes et de travailler jour et nuit dessus, c'était pas possible. On travaillait tous les deux à côté à plein temps. On a du travail à plein temps. Voilà, donc c'était pas évident. Les gens sont très bienveillants. Oui, vous avez trouvé. Les gens sont incroyablement bienveillants. Quand on leur explique, bien sûr. Ouais. Puis on a eu des soucis, en fait. Ce qui nous a mis aussi vraiment dedans pendant près de 4 mois. 4 mois, c'est la fabrication des boîtes. En fait, on a eu des gros soucis de fabrication de boîtes, de coffrets de jeux, où c'était en fait la sous-traitance de notre imprimeur qui sous-traitait, c'est ça. Donc ça a été un enfer à faire. Enfin, c'était vraiment un enfer. On recevait des choses qui n'étaient pas à la bonne taille. Enfin, voilà, ça a mis vraiment beaucoup de temps. Et ça nous a coûté environ 4 mois, je pense, là pour le coup tout est prêt, mais voilà, on peut pas livrer. On peut pas livrer un coffret en plus seul parce que par la poste ça se casse, ça s'abîme. On peut pas les livrer pas remplis entièrement parce que s'ils sont pas remplis entièrement, ça se casse et ça s'abîme aussi. Et d'ailleurs, ça a été le cas. Et quand on a reçu les palettes, il y en avait un tiers qui était invendable. Ouais, donc les coffrets, c'est pas toujours très. Voilà. Mais bon, ça c'est les aléas. De toute façon, il faut s'y attendre. Tout projet a des aléas techniques. Des aléas techniques, de toute façon. On a eu moins de soucis sur des choses comme l'appli, par exemple, qui est venue tard, mais qui s'est développée et qui est en train encore de continuer avec des bug fixes, avec les gars qui travaillent toujours dessus, qu'avec les coffrets, par exemple. L'appli a commencé à être mise en place très tard, parce qu'il y a eu un cahier des charges à faire qui a été long, mais au moins elle est fonctionnelle, on va dire. Mais on a eu moins de soucis avec eux, alors que c'est du développement et que ça demande beaucoup de travail qu'avec une fabrication de coffret, quoi. C'est aberrant, quoi. Après, on le sait, puis voilà. Maintenant, on sait. De toute façon, on ne fait qu'apprendre et après, on sait comment faire pour s'améliorer sur les prochains projets. On va essayer de faire encore mieux, bien sûr. Tous les points négatifs, en fait, apportent du positif.
Parce qu'on sait qu'il y a plein d'erreurs, plein de défauts que nous on voit, mais qu'on ne refera plus en fait. Donc c'est toujours très intéressant. Même dans le négatif, c'est toujours très intéressant. Rendre l'échec intéressant, même dans le jeu de rôle, c'est intéressant. On parlera des projets après. Et du coup, vu tout ce qu'il y a eu sur Night, fait par la communauté, c'est un peu foisonnant, etc. Est-ce que vous pensez que vous avez été un peu influencé dans l'écriture de la campagne, parce que ça a pu se faire par la communauté, ou les théories de la communauté, etc., ou c'était très clair dans votre tête tout de suite, hein. Et du coup, non, vous n'êtes pas fait perturber par les lui c'est peut-être lui, les triages des arbitres c'est peut-être eux. Il n'y a rien qui vous a vraiment perturbé. Quand j'ai créé l'univers à la toute origine, et après quand Colin a rejoint la chose, qui a tout changé, l'objet, que tout a été changé après. L'univers existait avant que je rencontre Colin, et avec Colin on en a fait quelque chose de réel. Et après c'est devenu Night, la genèse est très très complexe. Parce que à l'origine c'était un jeu post-apocalyptique, c'est devenu ensuite un jeu contemporain, puis c'est devenu un jeu d'anticipation apocalyptique. Donc voilà, vraiment on est passé par quelque chose. Avec l'ajout des méta-armures, tout ça. Donc voilà. Il n'y avait pas les méta-armures à la base en fait. Non. À l'origine, on avait juste des gens cybernétisés. Et on s'est dit à un moment, mais en fait, l'organisation s'appelle Night. Pourquoi on leur mettrait pas des armures? Alors voilà, ça s'est développé au fur et à mesure. C'est marrant parce que ça a l'air d'être le cœur du jeu en fait. Finalement. En fait, c'est venu assez tard, vraiment pour le coup. Et en fait, on avait en écrivant tout ce qu'on a écrit de base dans le livre de base, donc la première version, déjà une idée extrêmement précise, bien avant ce que la communauté a pu faire de la campagne, du déroulé de la campagne, parce qu'en fait, elle avait déjà été jouée. Et lorsqu'on a écrit la V1, on a fait jouer la campagne déjà, et en fait tout avait été quasiment joué, tout avait été déjà joué, déjà vécu par des joueurs. En fait la campagne c'est une version suraugmentée, hyper gonflée on va dire, de la campagne que Sébastien, Renaud et Jean-Baptiste ont joué. Voilà, c'est vraiment une grosse version, une version très améliorée. Voilà, derrière il y a eu tout un travail de cohérence, de fermeture aussi de toutes les ouvertures qu'on avait fait dans le livre de base, où parfois voilà, on ouvre des pistes en se disant ce serait tellement cool et voilà. Et donc il y a eu tout un travail de relecture du livre de base, de noter tout ce qui était toutes les pistes ont été ouvertes. Voilà, exactement. Pour les refermer, pour avoir quelque chose qui, dans sa globalité, soit satisfaisant et soit logique, soit cohérent. On va dire. Ça, c'était un gros travail. Mais il faut, quand on a une gamme comme Night qui a très très bien marché, etc., c'est difficile de se dire on va la fermer alors que ça marche si bien, en fait. Moi, j'ai un très gros défaut, c'est que Colin et moi, je pense qu'on est pareil. On a une très grosse, pas frustration, mais on est très, on n'aime pas les jeux qui ne finissent pas en fait, et du coup, et qui ne révèlent pas l'ensemble de leurs secrets. Déjà, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Et on voulait un jeu entre guillemets honnête qui proposait des secrets et même en fait simplement en lisant le livre de base, on peut faire jouer la campagne finalement avec les enjeux qu'il y a. On peut faire jouer une campagne complète sans la campagne pour le coup, en fermant tous les enjeux. Pour le coup, il n'y a aucun souci avec un MJ un peu imaginatif, il est possible de le faire. Et ce qu'on voulait, c'est dans la campagne, c'était vraiment tout fermé. On voulait pas faire comme certains jeux effectivement où en fait il y a qui se sont jamais terminés en fait. Voilà, on tire finalement à la fin il y a d'autres projets, il y a d'autres vies, on n'a pas le temps de finir, quoi. Moi j'étais un gros joueur gros MJ de Cops par exemple, et j'ai bien vu que sur la dernière saison ils avaient vraiment accéléré la cadence et que les derniers suppléments sont beaucoup moins, le final est beaucoup moins bien que ce que le reste. Oui, le reste de la gamme. Voilà, exactement. Il y a le risque aussi que derrière, voilà, la gamme, à la fin, la qualité, elle retombe et l'ensemble ne soit pas cohérent. Donc, on voulait quelque chose de ramassé, de bien tout faire en même temps, pas attendre que les gens achètent et voir si ça marche. Et puis une fois que tout avait été fait, on avait terminé notre univers. Après, l'avantage, c'est que notre univers fonctionne en termes de temporalité sur plusieurs temps différents. On a un jeu qui se passe avant, qui va arriver. On a Paria qui va arriver aussi, qui se passe à un niveau très très différent des chevaliers, donc un niveau humain où c'est de la survie,
avec du craft. Pour ceux qui ont joué à The Forest, par exemple, bah, c'est un peu la même idée. C'est vraiment voilà, on essaie de se protéger. On est vraiment dans une retour à l'état sauvage. On essaye de fuir des ennemis. Un bestian dans Knight, c'est quelque chose, c'est un ennemi qu'un chevalier peut tuer d'une seule balle. Voilà, d'un seul coup d'épée. Dans Paria, un bestian, c'est une créature de film d'horreur. Ouais. Voilà, on la fuit, on essaie de s'en cacher. Et si on réussit à la battre, c'est parce que on s'est organisé, voilà, ce genre de choses-là. Donc l'objectif, c'est de faire vraiment un jeu dur, de survie, très gritty, très râpeux entre guillemets, très sombre, et on va, ce sera pas un gros bouquin comme ça, hein, ce sera un bouquin juste là, je pense. Nodashi, ouais, tout à fait, avec une partie du système refondue, et voilà quoi. Donc on a ça en préparation. Je trouve que finir une gamme, c'est pas un défaut du tout. Au contraire, enfin, je trouve que c'est finalement assez peu commun d'avoir vraiment une grosse gamme. Je parle des grosses gammes qui se finissent, et ça veut pas dire que l'univers est fini. Ça veut dire que le jeu est mort, en fait. L'histoire de Knight est finie, mais en fait, on a plein de choses à raconter autour. Mais voilà, l'histoire de Knight, elle arrivait à son aboutissement. Mais derrière, voilà, l'univers, il y a plein de choses à raconter dedans, et on va raconter des choses dedans, mais ce sera pas Knight. Mais est-ce que pour vous, maintenant dans votre tête ou quand vous écrivez, est-ce que pour vous, Knight, c'est fini en fait? Vous avez réussi à mettre le jeu derrière vous? Même si vous faites des références avec Paria évidemment, mais est-ce que vous revenez pas dessus des fois en vous disant ça aurait été une bonne idée quand même pour Knight, ou j'aurais peut-être dû développer ça? Des fois ça arrive effectivement quand on y réfléchit. Après, sur la campagne, sur la storyline en elle-même, non. Voilà, vraiment pour le coup, il y a aucun souci. On arrive là où on voulait arriver, et la fin laisse une grosse ouverture sur d'autres choses qu'on a prévues, qui arriveront dans des années encore, mais voilà, qui arriveront. Et par contre, en fait, on va rajouter des choses, mais qui sont des choses vraiment qui sont annexes à Knight. On a en prévision un mini supplément, alors peut-être gratuitement en fonction de la taille de l'objet, qui permettrait de jouer des parties de Knight, mais très courtes, en 2 heures, on va dire, enfin très courtes. Voilà, 2 heures de partie, avec un système très allégé, des armures nouvelles, mais très fun à jouer, entre guillemets. Un jeu convention, presque, en fait. Ouais, presque un jeu convention, tout à fait, ouais. Et qui permettrait de jouer des missions dans l'Arche de l'Ombre, qui est bien connu, et qui a déjà son cadre, voilà. Et du coup, on voudrait faire ce petit supplément-là, qui permettrait vraiment de permettre aux joueurs qui n'aiment pas les systèmes parfois un peu trop complets, de pouvoir jouer à Knight sans trop se prendre la tête, et puis jouer une section rigolote, un peu nouvelle aussi, voilà. Et de permettre de la découverte plus facile. Ouais, tout à fait, ouais. En jouant une section inconnue des mecs. Parce que c'est vrai que Knight, c'est pas vraiment du jeu de one shot. Donc on avait envie de rajouter un peu cette opportunité-là de faire un peu un jeu un peu apéro, en fait, de se dire tiens, ce soir je vous fais tester du Knight, et pas avoir la frustration de se dire en fait on a passé 1h30 à expliquer l'univers parce que l'univers est très dense, et au final on a joué 2h30 parce qu'on n'avait que 4 heures. Il faut faire les persos aussi. Oui, ça donne envie aussi. L'idée c'est de faire jouer les membres d'une section un peu particulière qui s'occupent de régler les problèmes internes à l'Arche de l'Ombre, et du coup ça permet de réduire le champ d'action, vraiment, de recentrer les choses, donc c'est plutôt cool. Les gens connaissent assez bien Londres, une carte de Londres facile à trouver, et de faire quelque chose de plus urbain. Tout à fait. Ouais, parce que c'est tout un aspect naïf finalement qu'on ne sport pas des fois. C'est un jeu sans armure, le jeu un peu plus diplomatique, etc. Les gens vont penser, comme vous disiez, combat, mais il y a plein de jeux à faire comme ça. Mais c'est un peu ce qu'on proposait déjà à la petite initiation, finalement. Arche de Londres aussi, resserré. Le kit d'initiation se poursuit dans le livre de base. Ça aussi, c'est une force du jeu, donc on n'a pas parlé, mais d'avoir dans le livre de base déjà énormément de scénarios. 6 scénarios, tout à fait. C'est une grosse force, parce que c'est quelque chose que les gens demandent beaucoup aujourd'hui aussi. Pour s'imprégner de l'univers, un scénario dans un livre de base, c'est indispensable aujourd'hui. C'est vrai que, en fait, moi, je suis un très gros lecteur de jeux de rôle. Je fais pas jouer des jeux de rôle du commerce, parce qu'on fait jouer mes créations, ou nos créations avec Colin, mais c'est vrai que je lis beaucoup de jeux. Et parmi les jeux que je lis, assez souvent, j'ai une grosse, pas frustration, mais
un gros souci, c'est de me dire, ok, j'ai un univers, mais j'ai pas de scénar. Qu'est-ce que j'en fous? Enfin, Qu'est-ce que je fais? Comment j'introduis Ouais, les qu'est-ce que je joue à joueurs, l'intérieur? Comment je l'appréhende? voilà. Et du coup, c'est dommage. Donc, de moins en moins, je pense, maintenant, les livres de jeux de rôle, maintenant, mettent des scénarios en place. C'est plutôt cool. Mais, de plus en plus, pardon. Oui. Mais, là, avec Night, ouais, 6 scénarios, on voulait vraiment, les 6 scénarios proposés dans le livre, la Celui mini-campagne, du kit. celui du kit. Oui. Le 2038. Celui du kit du MJ d'origine, celui de 2038, celui proposé, Dans la les campagne, Les codex, ouais. la campagne Le collectionneur. proposée sur le site. Enfin voilà, on a presque une dizaine, voire plus de scénarios, 12 scénarios jouables gratuitement. En plusieurs séances en plus. En achetant juste ce bouquin, ouais. Ouais, donc c'est Ouais, c'est bien. Pour un jeu, pour démarrer, ça commence à être sympa. Au niveau de la campagne, il y a eu donc l'écriture, le livre, mais à côté de ça, vous êtes hyper investi dans tout ce qui est un petit peu cross-média, c'est-à-dire les musiques, bon, les illustrations évidemment, les missions qui sont doublées, etc. Ça vient d'où et comment vous vous limitez dans cet aspect cross-média? Vous avez envie finalement d'explorer plein de trucs autour du jeu de rôle en fait. Alors, qui limite l'autre? Plutôt, c'est la question dans ces envies de. On va faire un film, on va. Non, calme-toi, chérie. C'est quand la web série? La web série. En fait, moi, je suis fan de comédiens de doublage. J'adore le travail de comédien de doublage. Je trouve que c'est un travail qui est formidable. Et du coup, lors des briefings de mission et lors du fait que l'histoire de Night soit racontée sur une des vidéos YouTube, il faut qu'on remette d'ailleurs en public, ça le demander, mais il faut le refaire. En fait, c'était aussi de contacter des comédiens de doublage, parce que c'est un kiff en fait, juste ça. Et c'était vraiment juste un kiff de ma part de me dire, je vais contacter des vrais professionnels pour doubler des chevaliers, ce genre de choses-là, parce que c'était vraiment super sympa à faire. On a travaillé avec Pierre-Alain de Garrigue, donc, qui commence à être assez connu et qui est la voix du tavernier de Hearthstone, par exemple, et qui a un amour, qui est vraiment quelqu'un de formidable. Vraiment, c'est une personne très, 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 très belle personne. Et ça a été super de travailler avec lui. Voilà, il nous a doublé une vidéo de 25 minutes, sans problème, presque gratuitement, entre guillemets, peanut, quoi. Donc, c'est vraiment adorable, quoi. Il a adoré l'univers, il était super fan. Et, très curieux, ouais, vraiment, pour le coup, super curieux de ce que c'est que le jeu de rôle, papier, enfin, vraiment adorable. C'est super cool, Et puis après, c'est aussi des opportunités. C'est vrai que Mathieu, on s'est rencontrés, musicalement, ça a super accroché. Et voilà, quand on aime le travail de quelqu'un, on a juste envie de le mettre en avant. Et puis si notre petite renommée peut permettre à quelqu'un aussi de faire ce qu'il aime, en fait, de faire sa passion. C'est le cas d'ailleurs. Il y a un vrai coup de cœur avec les gens avec qui vous travaillez, finalement. Vous le sentez. Et que ce soit Mathieu Verdier, que ce soit avec les illustrations, ou même les auteurs qui ont aidé à écrire la campagne, il y a un côté comme ça. C'est ça. Confiance, coup de cœur. Pour nous, c'est quelque chose de nécessaire dans le sens où on a eu des auteurs avec qui on a bossé parfois, dont le travail a pas été concluant pour nous. Du coup, on n'a pas continué à travailler avec eux. Ça arrivait, hein, c'est pas dramatique. Du coup, c'est des choses qu'on a repris, qu'on a refait. On a eu des auteurs avec qui ça s'est super bien passé, qui continuent à travailler maintenant sur d'autres gammes avec nous. Cédric, notamment la mère, qui travaille avec nous. Sur les Chroniques de l'étrange, et qui travaille aussi à d'autres projets maintenant qu'on a un petit peu propulsé, entre guillemets, qui maintenant travaille. Et Mathieu Verdier, c'est pareil, c'est un musicien de très grand talent, un compositeur, pardon, de très grand talent, mais aussi un musicien de très grand talent, et qui maintenant travaille pour une boîte, je ne vais pas me tromper, américaine, je crois, qui font des musiques de trailer, ce genre de choses-là. Donc, les gars sont venus voir après qu'il ait fait les musiques de Night, et lui ont proposé du boulot. Donc oui, pour les boîtes d'escape game aussi, il y avait une musique, je me rappelle. Pour nos boîtes d'escape, nos livres d'escape, il fait des musiques et tout. Donc, voilà, quand on a des personnes comme William Bonotal qui a fait les illustrations, c'est quelqu'un, des gens qu'on rencontre, qui deviennent des proches, et qu'on fait dans notre sillage, entre guillemets, on essaie de travailler avec nous, quoi, sur tous nos projets. Et du coup, on essaie de garder une espèce de famille, de personnes proches, parce qu'on leur fait confiance, parce qu'on sait qu'on ne sera pas déçus de leur travail, et voilà, quoi. Donc,
Donc c'est vrai que... Parce qu'on aime ce qu'ils font. Ouais, parce qu'on aime ce qu'ils font. Tout simplement. Enfin, voilà, c'est... Et c'est leur manière de travailler, en fait, aussi leur Ouais, univers. Un peu de ça, quoi. Ouais, c'est important d'avoir vraiment une espèce de... Enfin, pour nous, c'est important d'avoir une confiance. Il y a beaucoup, on le découvre assez vite, mais il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui se disent auteurs ou autrices, et en fait, qui n'ont pas les épaules pour écrire des choses, alors, du scénario, ça peut se faire, par exemple, mais des choses un peu ambitieux, tu veux dire, des choses très ambitieuses et tout, elles n'y arrivent pas, en fait, ils ou elles n'y arrivent pas, et du coup, on a été parfois un peu déçus de ce qu'on nous a proposé. C'est vrai que c'est compliqué de choisir. Donc, quand on trouve quelqu'un vraiment bien, on le garde près de nous, quoi, parce que comme ça, c'est vrai que dans le jeu de rôle, il y a une limite entre quelqu'un qui peut être un peu doué, qui le fait ça, et le métier, en fait. Des fois, c'est un peu fin entre les deux, parce qu'on en vit très difficilement. On peut être auteur, mais pas en vivre, et puis, donc c'est pas facile, en fait, d'être vraiment auteur de jeu de rôle, et d'avoir les codes, et d'avoir de pouvoir, comme tu disais, les épaules, ou de pouvoir répondre à des plannings, etc. C'est pas forcément facile, quoi. L'avantage, c'est que de notre côté, maintenant, on réussit à relativement bien payer, on va dire. Mais c'est vrai que c'est important aussi de notre part de bien payer nos illustrateurs, de bien payer nos auteurs. C'est quelque chose qu'on se peut se permettre avec la maison d'édition. À savoir que sur la maison d'édition, Guillaume qui est pas là, mais je parle pour lui aussi, Pauline comme moi, on se paye pas. On se paye sur rien du tout sur Night. Sur Night, on commence tout juste à se payer en tant qu'auteur, Pauline et moi. Donc voilà. L'objectif, c'était déjà d'être à l'équilibre. C'est ça. Ouais, c'est ça. Que les boîtes soient à l'équilibre et qu'on puisse payer bien nos autres auteurs et nos illustrateurs. Donc vraiment, on voulait pas se payer entre guillemets juste pour pouvoir lancer la boîte et être à l'équilibre. Et du coup, on commence tout juste. Je sais pas combien d'années après la sortie de la V1.5. La V1.5 date de 2018. Voilà, donc ça fait 4 ans plus tard, on vient de se payer, quoi. On commence tout juste à se payer, à prendre des droits d'auteur dessus. Donc voilà, on a un amour pour notre jeu et pour nos games qu'on sort, tel qu'on préfère vraiment payer les gens qui travaillent avec nous bien et qui nous fassent confiance, et qu'on ait confiance en eux, pour avoir quelque chose qui se développe et qui continue d'exister et qui se termine, pour le coup, là, avec Night, parce que tout simplement, on aime ce qu'on fait, quoi. Donc, voilà. Deux, ça va? Oui. En plus, à la fin, j'ai une question de drama, alors c'est parfait. Comment, sur Paria, pour la suite, du coup, on va attendre un petit peu. Alors, on va éviter les effets d'annonce, évidemment, sinon après les gens, ils attendent trop de trucs. Hein. Mais comment, quand on a fait Night, moi, quand j'ai vu l'annonce de Paria, j'ai dit, mais nous, on a fait tout Night. Comment on va rendre compte cet univers intéressant alors qu'on repart de la base et du plus petit, en fait? Maintenant qu'on sait tout de Night, comment on va rendre ça intéressant, en fait, du coup? C'est tout le côté rigolo, en fait, du jeu, c'est de se dire, on va parler à des joueurs, on va parler à deux types de joueurs, des joueurs qui ne connaissent pas Night du tout, mais ça, c'est pas le public. C'est aussi parler aux joueurs de Night et leur faire des clins d'œil sur ce qui peut se passer, et surtout leur montrer que aller en niveau d'échelle à eux, en tant que chevaliers qui sont à peine 1 millier dans le monde, il y a des tas de choses qu'ils n'ont pas vues, qu'ils voient pas, en fait. Et là, dans l'Europe obscure, on est vraiment dans un système où les joueurs découvrent un véritable nouveau monde, entre guillemets. Ils se rendent compte que la bête a des serviteurs qu'on appelle des fauves, qui sont des espèces presque de demi-dieux, entre guillemets, qu'il y a une nouvelle civilisation qui est en train de s'organiser. Ça, les mecs qui ne le savent pas, pour les rebus, ça reste des petites communautés, des petites choses comme ça. Ils comprennent, ils ont des missions dans des communautés. Ils arrivent, ils font leur mission, ils se cassent, et voilà, ils se rendent pas compte des soucis du quotidien, de la vie d'un rebut. Et du coup, nous, ce qu'on voulait, c'est se remettre à l'échelle humaine, recréer tout un univers au sein de l'Europe obscure, pour le moment, et faire un jeu très horrifique, très dur, survie, encore une fois, pour ceux qui ont joué à The Forest, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment c'est ça, quoi. C'est on survit, on essaye de se protéger, on essaye vraiment d'être dans le craft d'objets. On a un petit système de craft qui est très simple et qui permet d'avoir des choses pour survivre et tout, mais on est vraiment dans ce côté-là, ouais. On découvre un nouveau monde de Night
que le chevalier standard ne voit pas parce que pour lui c'est insignifiant. En fait. C'est vraiment les monstres que les parias affrontent, c'est des créatures que les knights balaient comme je disais, d'un simple coup d'épée ou d'un coup de latte, quoi. Enfin, alors qu'un paria, il se fait bouffer par un chien, quoi. Enfin, Pour moi, c'est un peu du même ordre que dans Star Wars. Tu vas jouer des Jedi, par exemple, et en fait, tu vas pas du tout te rendre compte de ce qui peut se passer à une autre échelle. Moi, je trouve que c'est intéressant dans Star Wars, par exemple, d'avoir des séries qui vont parler d'autres choses, et qui vont exposer d'autres choses de ce monde, parce qu'en fait, il suffit de prendre un angle différent. Ou dans Warhammer, on va faire des Space Marines. Voilà. Le monde, il est quand même vachement plus riche que juste ce côté héroïque. Voilà, exactement. Donc, pour moi, c'est exactement la même chose. Si on va prendre cet univers-là, oui, on en dit quelque chose, mais d'un certain point de vue, et on va le prendre sous un autre angle, et on va se rendre compte qu'en fait, le point de vue change tellement que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir quand on le prend d'un point de vue humain. Nous, qu'est-ce qui se passerait si on vivait la fin du monde demain telle qu'elle est dans Night, ou comment on vit la chose quand en fait ça ne nous fait pas peur parce qu'on a l'armure, on a le soutien d'une organisation, on a le soutien des immortels. Son équipement, on sait que ça va aller en fait. Et puis la comparaison avec 40K est très bonne parce que pour le coup, il faut avoir 40 000 parce que c'est vrai que le Space Marine face aux gardes impériales de l'Astra Militarum, c'est exactement ça, quoi. C'est vraiment c'est deux échelles de puissance tout à fait différentes. On est vraiment dans ce domaine-là, tout à fait. C'est une très bonne comparaison. J'ai une dernière question. Du coup. Simon, en plus tu m'as fait la passe avec les scénarios. Simon, on te revoit de temps en temps, même beaucoup dans les scénarios, dans d'autres gammes, etc. Finalement. Je crois qu'il y a eu 7e mer, non? 7e mer, 7e mer, c'est ça, 7e mer. Mais Colline, pas beaucoup finalement à côté, toi, une écriture de scénario, c'est pas quelque chose qui te tente ou t'as pas eu d'opportunité pour ça en fait, écrire dans d'autres gammes en fait? Bah si, parce que j'ai beaucoup écrit, notamment dans la campagne, dans le livre de base, j'ai écrit oui, beaucoup de justement, scénarios. C'est la partie préférée, c'est là-dedans. Et désolé. C'est pour ça que je me pose la question. J'ai pas écrit de scénario. Non, parce que je vois beaucoup Simon à côté finalement, mais finalement je vois pas beaucoup toi en fait. Et t'as pas eu d'opportunité pour écrire autre part finalement ou C'est pas tant une problématique d'opportunité. En fait, j'aime écrire, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup le travail éditorial aussi. Oui. Et, mon temps n'est pas infini. Voilà. Et donc, après, c'est une question de choix. C'est que moi, j'aime vraiment bien travailler sur de la relecture technique, sur de la relecture orthotypo, sur de l'édition comme ça. Simon, lui, son kiff, c'est d'écrire. Voilà. C'est pas de relire, c'est pas de... c'est d'avoir créatif. Donc, non, c'est exactement ça. C'est vraiment, lui, c'est le créateur, et moi, je suis la personne structurante, derrière, qui structure, voilà, et qui fait la relecture. C'est pour ça qu'on se complète aussi. On écrit aussi bien l'un avec l'autre, en fait. Donc, voilà, moi, je fais des choix, et mon choix, c'est vraiment plus travailler sur la boîte, plus travailler sur le côté éditorial, mais parce que j'y trouve mon plaisir. Et puis parce que t'es professionnel, Colline, elle est formée, c'est une vraie professionnelle de l'édition, elle a été formée à l'édition. Elle est éditrice de formation, et c'est une véritable éditrice aussi. C'est son métier, pas actuel, mais c'est sa formation, c'est ses compétences. C'est son champ de compétences. Voilà. Et, malheureusement, pour le moment, ce n'est pas encore son véritable métier. Voilà. Mais il reste du temps. Mais il reste du temps. Et un jour, ça viendra sans doute. Voilà. Enfin, pas son véritable métier, c'est faux, parce que entre nous, t'es éditrice, mais c'est pas ton métier qui te rapporte, on va dire, de quoi manger. Voilà. Mais un jour, ça viendra. Ouais. Le travail, la patience. Donc, voilà. Autant faire ce qui nous plaît. Ça veut pas dire que j'écrirai jamais pour d'autres projets. Mais voilà, moi, c'est vrai que je préfère. Enfin, je préfère pas, mais voilà, j'ai mes projets personnels d'écriture que je développe moi de mon côté tranquillement, qui verront jour ou pas. Voilà. Mais voilà, c'est des choix et c'est de la gestion de temps, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à vous. On va devoir s'arrêter. Hein. Ouais. Merci à Chi en tout cas d'avoir été derrière et d'avoir tout filmé. Je suis toujours derrière. Merci beaucoup. On sera devant. Merci beaucoup. Merci à vous. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, sur Facebook du coup, on mettra les liens en description, etc. pour pouvoir les joindre et communiquer.
Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Encore bravo, en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Salut.